Allez, salut les mecs, salut les bolosses et bienvenue sur une nouvelle vidéo où je suis accompagné de l'ami Raled. Comment tu vas mon pote? Bah salut à toi, je vais très bien. Voilà, content d'être avec toi, content de débattre Nickel. sur un sujet qui va vraiment me passionner, qui va nous passionner je pense. Bah ouais, Alors, bah oui carrément, ouais. parce qu'aujourd'hui on va avec l'ami Raled et moi on vous a fait une sélection de 10 RPG. Alors RPG ou JRPG, voilà, C'est 5 ça. que Raled va présenter et 5 que je vais présenter. Des jeux, voilà, des jeux rétro, des jeux plus modernes. On a essayé de varier un petit peu la sélection. Enfin voilà, vous faire une petite sélection de jeux RPG. Il y a des jeux connus, d'autres qui sont moins connus. Donc voilà, l'intérêt ça va être avec vous de partager voilà, nos ressentis, nos anecdotes, nos souvenirs qu'on a vis-à-vis de ces jeux. Puis éventuellement, bah, voire même peut-être de vous en faire découvrir certains. Vas-y Voilà. Raled, Alors, prends la parole. la- Est-ce que la- tu... oui, alors la sélection, il voulais faut savoir compléter. elle était assez drastique, c'est-à-dire qu'il y a tellement de RPG. Alors j'en ai fait beaucoup à l'époque, un peu moins depuis cette dernière décennie. C'est pas que le genre RPG me passionne moins, c'est juste avec la vie de famille, etc. Ça demande beaucoup de temps en fait de jouer au RPG, Ouais, donc c'est voilà, ça, c'est ça. c'est ça. Il faut vraiment beaucoup de temps. Et du coup, bah, avec la vie de famille, les enfants, j'ai moins de temps à consacrer à ça, mais c'est pas une question d'amour pour ce jeu, hein. Ça reste toujours au même niveau. Et du coup, bah, j'ai dû faire une sélection, Ouais. toi aussi. Donc la sélection, évidemment, on aurait pu la rendre plus large, mais ça, après, ça devient beaucoup trop compliqué. Donc pour le moment, on va se restreindre vraiment à la sélection réalisée. Et j'ai, en tout cas pour ma part, créé une vraie balance entre nostalgie, beaux souvenirs, et puis intérêt pour le jeu. Le jeu, est-ce qu'il m'a captivé vraiment? Est-ce que j'étais addictif? C'est-à-dire des fois Ouais. on dort, on se réveille, on a envie de jouer directement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé pour certains jeux. Et du coup, bah voilà, on va vous proposer une sélection de 10 RPG qu'on considère comme des must-have ou alors plutôt comme des doit être faits. Voilà, plutôt. Alors, si Ouais, t'es voilà, chaud, c'est ça. Enfin, ou alors des, ouais. au moins des jeux qui nous ont plu. Vas-y Raled, est-ce que tu veux commencer? Ouais, on va commencer. Alors, on va commencer par un RPG rétro, un action RPG plus précisément. Je parle de Secret of Mana. Alors, Secret of Mana, en japonais, Seiken Densetsu 2. Parce que de souvenir, je crois Ouais. que le Mystic Quest, c'est le Seiken Densetsu 1. Pourtant, il a rien C'est à le voir. premier. Pourtant, il a vraiment. C'est le premier. Ouais, voilà. c'est le premier. C'est ça. Je le trouve plus dans la lignée des Final Fantasy que dans la lignée des Secret of Mana. Mais bon, voilà, c'est le premier. Mais il a vraiment rien à voir avec l'univers. Secret of... D'ailleurs, Ouais. je te coupe, aux États-Unis, il s'appelle Final Fantasy Adventure. Donc c'est un peu bizarre quoi. Ah ouais, c'est vraiment bizarre, effectivement. Ouais. Donc, Secret of Mana, qu'on a eu la Mystic chance... Quest chez nous en France et Ouais. Final Fantasy Adventure aux US. Ouais. Comme Vas-y, quoi. poursuis avec Ouais, Secret non, of alors Mana, Final Fantasy Adventure, à la limite, c'est plus cohérent parce que je le trouve plus dans la lignée des Final Fantasy, finalement, au point de vue général. Ouais, alors Secret of Mana, on a eu la chance, Ouais. la Super Nintendo laissait cette chance de pouvoir jouer à des jeux en français, en texte français, en particulier ce Secret of Mana. Ouais. Je dis la Super Nintendo parce qu'on avait beaucoup moins cette chance sur Mega Drive à part 2-3 jeux. Donc en Super Nintendo, on avait cet aspect-là, en particulier les jeux qui ont fait fureur. Et ce jeu-là, il a vraiment fait fureur en France. De souvenir, il avait explosé les ventes. Pas loin de 2 millions de ventes, c'est énorme, vraiment énorme. Parce Ouais, qu'il ouais. était innovant. Il était vraiment innovant dans le genre action RPG. C'est-à-dire qu'on dirigeait le personnage. C'était plus du tour par tour classique, comme on avait l'habitude de voir à cette époque-là. Ouais. On dirigeait le personnage. Un peu comme un Zelda quoi. Ouais, voilà, Voilà, c'est ça. Un on a des combats en mélange. direct quoi. Voilà, un vrai mélange entre Zelda et Final Fantasy. On était vraiment au ça. centre de tout ça. Alors, il avait plein d'aspects. Alors, je ne vais pas Ouais. forcément trop parler du scénario. Un scénario un petit peu comme le roi Arthur. Enfin, on a cette impression-là, hein. On a une épée qu'on doit, grâce à cette épée, on va pouvoir... Donc, avec deux souvenirs, on avait deux mondes. Le monde de l'arbre de mana, qui était le monde un peu de la nature. Et un monde plus technologique, avec, je ne sais plus comment ça s'appelait, le côté du mal, en fait. Et du coup, il y avait une vraie opposition entre ces Ouais. deux atmosphères-là. Et puis, ce qui m'avait vraiment scotché à l'époque, c'était la palette de couleurs. Je le trouvais merveilleux d'un point de vue voilà, visuel, Ah, lumineux. il est pastel hein. Pastel, Ouais, voilà, Il est très c'est- coloré. Très coloré, très pastel. Ouais. Et puis, surtout... Moi Un- ce que Ouais, vas-y, je t'écoute. ouais, il y a le fait qu'on puisse jouer à 3. C'est ce que j'allais dire. C'est quand même assez hors norme hein,
Voilà pour ce genre de jeu. Moi ce que j'ai aimé aussi c'est le fait que les personnages s'améliorent, mais c'est aussi comment dire, l'armurerie, hein. Parce qu'il va y avoir je crois 8 types d'armes. 8 types d'armes, javelot, boomerang. Donc ça c'est vraiment donc. Ouais, il y en a plein, il y a le point au corps à corps, Ouais. et puis l'arc, et les armes évoluent même C'est ça. physiquement, les magies aussi, il y en a plein hein, qui sont associées. Donc en fait, et chaque personnage on peut le customiser comme on veut quoi. On a notre héros principal, on a la fille et l'espèce de nain, et le nain on peut le faire en magicien, la fille spécialiste du fouet par exemple, enfin... C'est ça, voilà, en fait, c'est le jeu, on en fait ce qu'on en veut quoi. Donc c'est... Exactement, on en fait ce qu'on en veut. Après, bon, le héros, il était plus orienté guerrier, de souvenir, la fille plus orientée magie. Et il y avait vraiment entre les trois personnages, il y avait un bel équilibre. Le système d'armes qu'on pouvait faire évoluer, c'était énorme. Ouais. Vraiment énorme, cet aspect évolution. Parce que, voilà, on devait faire du leveling, on devait rentrer dans ce principe de vrai RPG. Mais à côté de ça, on faisait de l'action. Avec machin s'est fait rosser. Moi, j'étais content de rosser le mec. Donc non, c'est vrai que cet aspect technique-là, il était vraiment épatant. Et le mode 3 joueurs... Alors déjà on pouvait jouer en solo, les deux autres joueurs étaient dirigés par l'ordinateur, mais je crois qu'on pouvait gérer le niveau de l'IA, de l'intelligence artificielle de l'ordinateur, il me semble. Ouais. Il y avait comme un espèce d'échiquier plutôt défensif, plutôt attaquant. C'est ça, c'est ça, exactement. Son personnage et ça définissait son caractère finalement quoi. Voilà, exactement. Et puis du coup, bon, moi j'ai joué principalement seul à cette époque-là. Mais à 3, je pense que ça sera vraiment fun. Il nécessite le multitap hein, pour jouer à 3. Mais imaginez un RPG qui joue à 3 en action comme ça, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Donc ce jeu pour moi... Ah c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, voilà. Pour tous les points que j'ai cités, ce jeu pour moi je le considérais... Enfin, je l'ai fait 2 fois à l'époque. Une fois en regardant mon frère jouer, parce qu'il l'avait, il jouait. Et peut-être 1 ou 2 ans après, quand moi j'ai eu la Super Nintendo, je me suis refait. Et j'ai vraiment passé un temps fou pour essayer vraiment de rendre les personnages le plus fort possible. Voilà, mon but c'était pas de le faire pour le finir. C'était presque le scénario est passé en second plan, c'est bizarre à dire. C'était vraiment la gestion des personnages, l'évolution, le kiff. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, je le considère comme un jeu qui doit être fait. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce Secret of Mana. Bah la musique aussi, hein, et puis le mode 7, la carte en mode 7, enfin tout un tas de trucs, hein. Secret of Mana de toute façon c'est un jeu à faire absolument sur Super Nintendo, tu vois. Même pour quelqu'un par exemple, tu vois, t'aimes pas les JRPG avec les combats tour par tour et tout, mais t'aimes bien Zelda, mais il faut aller faire Secret of Mana quoi, c'est un immanquable quoi. Et il a bien vieilli. Un jeu incontournable quoi. Il a vraiment bien vieilli. Ah oui. C'est-à-dire, voilà, 36, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais on va dire 35 ans après, il est encore d'actualité. Bon, ils ont fait un espèce de remake sur PS4 qui est pas... c'est en 3D, etc. Bon, que beaucoup ont boudé. Pour être franc, je l'ai pas fait. Donc je peux pas... Et ça, c'est le remake du 3. En plus, c'est le 3 en plus, d'accord. Ouais, c'est le remake du 3, celui-là. D'accord. Ouais, celui qu'on n'a pas eu en France, là. Ok, ok. Donc voilà, donc, en dehors de ça, je sais pas s'ils ont fait d'autres remakes au cours du temps, ça me dit rien. Mais en tout cas, voilà, vous avez une Super Nintendo, vous êtes un peu joueur collectionneur. En plus, c'est pas un jeu qui vaut des 1000 et des 100, il vaut un certain prix. Hein. On en a parlé dans notre guide d'achat, vous pourrez aller voir, mais ça vaut le coup. Voilà, c'est encore intéressant en 2021. Ouais. Non, mais tout à fait, mon cher Khaled, Secret of Mana, un jeu à faire. Allez, je vais attaquer, moi, avec le premier jeu de ma... Voilà, le premier jeu de ma sélection, donc un jeu qui est sorti sur PlayStation 1, malheureusement pas en pâle. Si je devais faire un top 5 PlayStation 1, normalement je le mettrais premier. Pour moi c'est quasiment le meilleur jeu sur PS1. Alors, je possède la version PSP, voilà, c'est le Valkyrie Profile, qui est vraiment, il est monumental, il est exceptionnel. Et donc comme je disais, hein, il existe PlayStation, donc Jap ou US, pas en pâle malheureusement. Par contre, la version PSP, elle est identique. Ils ont juste rajouté quelques petites cutscenes en plus, des choses comme ça. Mais normalement, au niveau de son contenu, c'est la même chose. Je l'avais terminé sur PlayStation, même plusieurs fois. Mais pas cette version PSP, parce que je l'ai rentré assez récemment. Mais voilà, de ce que j'ai entendu, c'est exactement la même chose. Et alors là, c'est vraiment Valkyrie Profile, c'est de l'innovation à peu près à tous les niveaux. Dans le sens où... tu l'as fait toi, Raled? Alors moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que c'était en 2000 je crois. À mon avis il a dû sortir en 2000 ou 99 sur PS1.
dans sa version japonaise US. en tout Ouais, cas. dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. C'était ma journée d'appel, tu sais, pour faire l'armée. Et en fait, mon frère a proposé de m'accompagner. Ouais. C'était sur Paris. Et il m'a dit, bah vas-y, on peut y rester une journée. Et en fait, pendant que je faisais ma journée d'appel, il a été dans le fameux boulevard, la République. Et il est revenu avec le Valkyrie Profile. Je connaissais pas, c'est au moment où je l'ai découvert. Et il m'a dit, bah ce RPG-là, il m'a toujours. Bah, mon grand C'est quoi, frère, c'était il en a dit. US, non? Je crois qu'il était en US ou en Jap. On n'était pas peureux à l'époque de se lancer dans des jeux en Jap. Hein. Mais je crois qu'il était en US. Et du coup, ouais, et en plus, mon frère, comme je te dis, il a 10 ans de plus que moi. C'est lui qui m'a fait découvrir vraiment plein de choses. Des RPG, des jeux d'aventure, les genres de jeux en règle générale. Et là, en fait, ce jeu-là, bah, j'ai les quelques souvenirs quand il l'a lancé. Voilà, j'ai quelques images en tête. Et il y avait un espèce de mauvais qui s'appelait Ragnarok, je crois, quelque chose comme ça. Et depuis, j'ai jamais essayé vraiment. Mais là, tu me tentes. Tu me donnes envie. Si tu me dis que tu passes numéro 1, franchement, alors, ça me chauffe. En fait, le scénario, alors de mémoire, hein, si je me trompe pas, on est dans le Valhalla, hein, donc c'est-à-dire le paradis, un peu viking. Et il y a Odin, Odin qui fait venir l'Aeneth Valkyrie. Voilà, c'est une ancienne humaine qui a été convertie en une espèce de soldat d'Odin, parce qu'il y a Ragnarok justement qui arrive, c'est la fin du monde. Et donc il faut des soldats. Voilà, il faut beaucoup de soldats à Odin pour constituer une armée pour pouvoir lutter pour la bataille finale. Et donc du coup, l'Aeneth, il va recruter l'Aeneth, voilà, le jeu démarre, hein, on voit l'Aeneth qui arrive dans son palais, accueilli par Freya aussi, et il lui dit voilà, il faut que tu ailles sur Terre pour me recruter des chevaliers et tout. Et en fait le jeu, c'est simple, il a une atmosphère et une ambiance unique que j'ai jamais vu nulle part, parce qu'en fait on va incarner un personnage magique, hein, une Valkyrie, et qui va aller sur Terre, et on va vivre, voilà, chapitre par chapitre, donc c'est-à-dire en gros un chapitre égale un personnage, et on va vivre grosso modo les derniers instants à chaque fois d'un personnage, alors un magicien, excellent, un guerrier, un archer, et du coup on va voir un peu son background, qu'est-ce qui s'est passé, comment il va mourir, et ensuite nous qu'allons venir que tel un ange finalement, et on va dire allez vas-y, on va te recruter. Et voilà, alors après on va faire des donjons un peu pour aussi pour booster nos personnages et tout. Et à la fin de chaque chapitre, voilà, on va devoir sacrifier entre guillemets un membre de notre équipe, c'est-à-dire voilà, on va avoir l'Aeneth Valkyrie accompagnée de plusieurs personnages. On va pouvoir jouer à 4 en même temps. Le système de combat, il est complètement novateur pour l'époque, c'est plus du tour par tour comme on pouvait le voir d'une manière classique. Hein, dans un Final Fantasy, c'est-à-dire que là on a nos 4 personnages avec chacun assigné à un bouton de la manette, carré, croix, triangle et rond. Et voilà, et en fait on peut faire des combos. On envoie par exemple le gars qui est sur le triangle, il fait une première attaque, tu fais une seconde d'écart avec ton personnage qui est sur le carré, et après ça va venir enchaîner et tout en fonction des mouvements qu'ils vont faire et tout. Donc il y a un aspect un peu beat'em all aussi caché, avec un système de furie, parce que au fur et à mesure qu'on va taper les ennemis, il y a une barre de power qui va se remplir, et si elle est au maximum, on va pouvoir déclencher une furie avec les personnages. Le système de combat est complètement alors de souvenir. C'est un peu la Xenogears, je crois que ce Xenogears sur PS1 il avait ce système là de combo, d'enchaînement avec une barre qui se chargeait. C'est excellent ça. Je me souviens plus parce que j'ai joué à Xenogears, mais il y a longtemps. Moi aussi il y a longtemps, mais il me semble qu'il avait cet aspect. Je l'avais même pas fini, donc je pourrais pas. D'accord. Je pourrais pas te dire. Ouais. Ah ouais, et en fait, alors donc déjà ce qui est bien ce qui est bien dans Valkyrie Profile, déjà c'est la nature de son scénario. Ça va faire un jeu avec une atmosphère, une ambiance qui est toujours lourde et pesante. Et à la fin de chaque chapitre, on va être déchiré parce qu'on va devoir envoyer un de nos soldats quelque part à Odin, voilà, pour qu'il rejoigne son armée. Et après Odin il va dire ouais bah ça va, je suis satisfait, le gars que tu m'as envoyé il est bien, ou ouais mais non il est pas assez fort, t'aurais dû l'entraîner un peu plus. Le jeu il est d'une complexité affolante, c'est-à-dire que et pour avoir, parce qu'il y a un guide, il y a un guide qui existe en PS1 en US, et pour avoir la vraie fin, parce qu'il y a plusieurs fins possibles, et voilà, il va y avoir des interactions avec les personnages, et en fait, et c'est là aussi c'est intéressant dans le scénario, c'est que l'Aeneth, donc l'humaine qui était qui est morte aussi, qui a été recrutée par Odin pour devenir sa Valkyrie, et ben au fur et à mesure qu'on va avancer dans chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et ben l'Aeneth ça va avoir des flashbacks, et puis il va y avoir de la romance aussi entre l'Aeneth, d'autres personnages, et ce qui fait que l'Aeneth ça va se rappeler, voilà, va se rappeler va avoir des souvenirs de sa vie humaine, et il va y avoir des choix à faire. Voilà, parce qu'il va y avoir des romances. Alors est-ce qu'elle va vouloir envoyer ce personnage? Est-ce que tu vas envoyer ce personnage à la place? Plutôt voilà pour te satisfaire tes besoins, tes envies, plutôt que de faire plaisir à ton maître, à Odin. Le jeu il est d'une profondeur.
C'est simple. Pour moi, ce jeu, aujourd'hui, même où on tourne cette vidéo, il a pas d'équivalent. Oh Il là n'a pas là. d'équivalent. Tu me Alors dans le l'as bien gameplay, il y vendu, a là. Indivisible qui a repompé. Ah non, mais ça c'est à faire absolument. Il y a Indivisible aujourd'hui qui est un jeu moderne qui a repris un peu les mécaniques de combat de Valkyrie Profile, mais hormis ça, au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère, du scénario, bon, le système de combat, Valkyrie Profile, il n'a pas d'équivalent. Moi c'est simple, c'est si t'aimes les jeux d'aventure, les jeux de rôle, c'est un jeu à faire absolument. C'est à ne pas manquer. Alors par contre, voilà, peut-être faire une première run, le faire de manière libre, t'auras certainement pas la meilleure fin, et donc après peut-être refaire une deuxième run avec peut-être un guide à côté, parce qu'il va faire, pour avoir la bonne fin, la fin finale et définitive. Voilà, il va falloir faire certaines choses précises dans certains chapitres. Et on peut pas revenir en arrière, en déclencher fait. certains événements. Et voilà, ah bah non, tu peux pas revenir en arrière. Voilà, pour déclencher des interactions. Voilà, entre chaque personnage et tout. Le jeu, il est d'une richesse, d'une profondeur. Et surtout, il a toujours ces... Voilà, le jeu, en fait, il est hyper mélancolique. Il est ultra mélancolique, quoi. C'est un des jeux les plus mélancoliques que j'ai joué, quoi. Donc Valkyrie Profile... Les mecs, Raled, c'est ça. émulateur PS1 ou PSP, Faut que je le fasse. va falloir que tu le fasses. Va falloir que tu le fasses, absolument. Et je pense que si je devais me Voilà le ce que je faire, pouvais dire. ouais, si je devais me le faire, je me le ferais sur console portable, parce que je pense que le faire sur PSP, c'est une bonne chose. T'es dans ton plumard, le soir, voilà, tu peux y jouer facilement, sans souci. C'est une très belle alternative. Et pour un RPG, ça marche plutôt bien, je pense. Non, tu me l'as bien vendu. Franchement, tu m'as donné envie. Je pense que après, vous aussi derrière votre écran là. Ah oui, non, clairement. Oui. Mention particulière pour l'OST également. Hein, l'OST qui est absolument fabuleuse. Enfin bon, Valkyrie Profile, j'ai du mal à lui trouver des défauts. Hein. C'est vraiment, un jeu exceptionnel. Hein. Ouais. Allez, vas-y, Raled. De toute façon, en règle générale, je pense dans la sélection qu'on a effectuée, les OST sont aussi là. C'est-à-dire que oui, tu as raison, dans un RPG, il y a plusieurs points. Il y a le point intérêt, évidemment, évolution, etc., qui est le point d'ordre, parce que voilà, c'est sur lequel on va jouer des heures et des heures et des heures. Il y a le scénario, qui est toujours plutôt bien ficelé, et puis il y a l'ambiance. L'ambiance, comme tu as dit, qui peut être médiévale, l'ambiance, et qui est, voilà, l'ambiance qui tourne aussi autour des OST. Et voilà, ces trois points-là sont en règle générale réunis. Je te propose de passer au troisième jeu de la sélection. Bah, deuxième pour toi. Deuxième de ma sélection, troisième de la sélection globale. Voilà. Alors, là, ça va être un jeu plutôt récent. Voilà, je me devais de mettre un Star Ocean dans la liste puisque je les ai kiffés. Donc, j'ai découvert Star Ocean non pas sur PS1, parce qu'il y a un Star Ocean sur PS1. Je me demande s'il n'y en a pas un aussi sur les consoles 16 bits, hein, c'est possible. Mais en tout cas, je l'ai découvert sur PS2. Si, sur Super Famicom en version... Famicom, ouais, c'est ça. Ouais, version Jap. Ouais, version Jap. Mais le Star Ocean que j'ai décidé de mettre, c'est le Last Hoop sur PS3. Parce que c'est celui que j'ai le fini dans sa globalité. Vraiment, j'ai été au bout du bout. Alors, je précise sur PS3 parce qu'il existe sur 360. Et je me suis intéressé, après l'avoir fini sur PS3, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des petites différences sur 360? Et il y en a. C'est très minime, mais il y en a. Par exemple, le principe du pognon. D'accord. Il y a un item super rare à un moment donné. Alors, je vais pas trop spoil non plus. Mais à un moment donné, il y a un item super rare qu'on peut acheter dans un marchand qui est caché dans un donjon. Il vaut super cher sur PS3. Sur 360, c'est beaucoup plus accessible. Pareil, les monstres qui permettent d'avoir le plus d'expérience dans le jeu. Des espèces de personnes gold là en or. En 360, c'est plus simple de les trouver. Ils sont plus fréquents. Voilà, il y a des petites différences comme ça. D'accord. Le jeu, en gros, alors je l'ai fait il y a longtemps, je l'ai fait à sa sortie. Je me souviens simplement qu'il y avait eu le scénario du début. En gros, il y a une Troisième Guerre mondiale. Voilà. Troisième Guerre mondiale qui explose la planète. Et du coup, c'est un peu le principe des films de science-fiction. Hein. Et on doit essayer de voyager dans l'espace pour trouver une planète équivalente à la Terre pour pouvoir y séjourner, y vivre. Sauf que, voilà, on voyage dans l'espace, on se rend compte qu'il y a des extraterrestres, etc. Et puis ça crée tout un univers. Donc c'est un univers vraiment orienté futuriste. Mais le principe des Star Ocean, il a toujours un point commun. C'est qu'il y a toujours, on peut quasiment être sûr, qu'il y aura à un moment donné une espèce de coliséum. En gros, il y a Star Ocean, scénario principal, et quête annexe. Et dans les quêtes annexes, il y a des grosses quêtes énormes avec un colisée
où on peut, je crois qu'on peut réaliser ça, les combats personnage par personnage ou par équipe. Et évidemment, quand on finit enfin, on avance dans le Colisée, à un moment donné, ça nous permet de débloquer des meilleurs items, etc. Et on peut être sûr aussi quand on a battu le boss de fin. Donc là, c'est un spoil, mais c'est un gentil spoil, parce que ça, c'est dans tous les Star Ocean. On a le principe du New Game Plus, dans lequel on peut débloquer, ou si on a bien avancé dans le scénario, on peut avoir des donjons cachés. Et là, vraiment, le fait d'avoir boosté les personnages, etc., généralement, il n'y a pas trop d'utilité, parce que le boss de fin, on le défonce assez facilement. Je sais pas si tu as remarqué dans les RPG, le fait de booster ces personnages au max, pour le boss de fin, ça n'a pas une grande importance. Par contre, pour ces donjons-là, il faut vraiment être préparé. Et j'avais galéré pour mettre mon personnage vraiment hyper affûté avec les armes. Et dans les donjons, on commence vraiment. C'est des donjons par niveau. Et j'avais passé un temps fou sur ce Star Ocean. Alors je dis celui-ci, mais c'est vraiment commun à l'ensemble des Star Ocean. J'ai choisi celui-ci parce que vraiment, comme j'ai dit, c'est celui que j'ai le plus saigné. J'avais beaucoup apprécié j'allais dire le 2, plutôt le 3 sur PS2. Je pense que c'est le 4 celui-ci sur PS3. Donc je tenais à le mettre dans cette liste de jeux, même si c'est un jeu plutôt moderne. De toute façon, on varie dans cette liste. On reste pas cloisonné au rétro gaming, même si c'est une grande passion commune. Je sais pas si tu as déjà fait un Star Ocean. Non, je connais la licence de nom, mais j'en ai jamais fait aucun, tu vois. Donc peut-être un jour, on sait jamais. Ouais, après c'est très classique comme RPG, tour par tour. Mais ce qui est un peu moins classique, c'est ces quêtes annexes qui prennent quasiment la part sur l'aventure, quoi. En fait, c'est vraiment du 50-50. Ça laisse la possibilité aux joueurs de progresser, voilà. On peut passer du coup à ton deuxième jeu de sélection, 4e au total. Allez. Bah écoute, tu parlais de jeux un peu futuristes et de jeux plus modernes, et bah j'ai pire que toi. Voilà, moi je vais carrément te sortir la saga, les Mass Effect, évidemment, on en a la trilogie. Vanté les mérites. Donc Mass Effect, voilà la trilogie, le premier Mass Effect, donc je montre ici les versions Xbox 360, mais ça existe bien évidemment sur PS3 également. Mass Effect 2 et Mass Effect 3 qui a été un peu décrié avec sa fin, et enfin on va en parler. Donc Mass Effect, c'est quoi que Mass Effect? Donc c'est un jeu de rôle moderne, mais c'est pas rébarbatif comme un JRPG peut-être avec des combats tour par tour. Ici ça va prendre des mécaniques de jeu modernes, un peu pas à la Gears of War, mais voilà, parce qu'en fait il s'agit d'un TPS, voilà, on est vu à la troisième personne, on va arriver sur des planètes par exemple, on va faire des missions, on va devoir infiltrer une base, tuer des ennemis, etc. Mais donc au niveau de son game design général, le jeu va rien proposer de réellement nouveau, voilà, système de couverture, on tire, un petit peu de magie, sous forme de stats par exemple, je crois, de mémoire, des choses comme ça. Mais en fait, toute la force de Mass Effect, ça va être dans son scénario, dans la cohérence. Voilà, ce jeu a été vraiment pensé comme étant une trilogie. Enfin, il y a une petite cassure entre le 1 et 2. Voilà, le 2 va démarrer, il va dire, il s'est passé un événement, dire ah ouais bon, ouais, tu sens que ça raccroche le wagon avec le premier. Par contre, entre le 2 et 3, c'est d'une fluidité limite. Je pense que ça a été réfléchi à l'avance. Avec le même jeu, et en fait, voilà. Ah bah largement, ah bah oui, non, et en fait, voilà, ça pour moi, donc pour des gens qui veulent développer des séries de jeux, ça c'est complètement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quelque chose de réfléchi, quelque chose de mûri dans le scénario, et de manière à ce qu'on ait une saga qui soit cohérente, et non pas on fait un épisode 1 et ensuite un 2 et ensuite un 3 et on raccroche les wagons comme on peut. Là on a une vraie cohérence au niveau des scénarios, enfin surtout entre le 2 et 3, donc on va incarner le commandant Shepard. Alors on peut avoir le choix, un gars, une fille, et puis après on peut customiser nous-mêmes notre personnage, enfin son visage, etc. Mais en fait le gros point de Mass Effect, ça va être tout son aspect social, tout son aspect interaction avec les personnages. Voilà, il va y avoir beaucoup de dialogue, il va y avoir des personnages qui vont nous accompagner, des personnages qui... Voilà, il va se passer des situations, des personnages qui vont mourir. Voilà, alors en fonction d'une run à l'autre, ça va pas être la même chose en fonction des choix que tu vas faire. Et en fait là où c'est fort, c'est-à-dire que ce que tu vas faire, tu vas commencer avec Mass Effect le premier, et les décisions que tu vas prendre dans Mass Effect, quand tu vas commencer Mass Effect 2, tu vas dire ah, il y a une sauvegarde Mass Effect le premier, est-ce que on continue le scénario? Et là oui, c'est excellent, et en fait ouais. Toutes les décisions que tu as prises dans le 1, ça va se répercuter dans le 2, et etc. jusque dans le 3. Et c'est là, voilà, toute la cohérence et toute c'est une vraie trilogie, et toute la richesse, énorme. voilà, de Mass Effect. C'est une vraie trilogie, voilà, tout à fait, et qui a des vraies conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, dans Mass Effect 1, tu vas perdre un personnage, voilà, il va y avoir un événement dramatique et tu vas perdre un personnage. Et si tu continues dans Mass Effect 2 de continuer ta sauvegarde du 1,
et ben ce personnage, il sera toujours mort, voilà. Et le pire, c'est qu'on va encore en parler dans les dialogues. Ah ouais, mais ce qui s'est passé avec lui, ah ouais, c'est quand même dommage, ouais, où t'as pris la mauvaise décision et tout. Et voilà, et là, tu sens que voilà, cool. tout a été vraiment Ah ouais, réfléchi, tu ficelé. vois. Alors après, c'est une saga. C'est une saga science-fiction, ça va être un petit peu genre Star Wars, je caricature D'accord. un petit peu. Et alors, à l'époque, il y a eu une polémique quand le 3 est sorti, parce que le 3, tout le monde l'attendait, on voulait avoir le dénouement de l'histoire, et il s'avère que, voilà, je vais pas spoiler, mais la fin du jeu a énormément déçu les fans et les joueurs d'une manière globale, à tel point que du coup, BioWare, qu'on fait la licence Mass Effect, c'est pas qu'ils ont rétro-pédalé, mais ils ont dit ouais, on s'excuse, machin et tout. Et du coup, ils ont fait, alors je sais pas si c'est un DLC ou un correctif, pour avoir du coup une espèce de fin alternative, beaucoup plus fan service. Et ça, moi je trouve ça scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux. Moi, j'aurais été BioWare. J'aurais dit les gars, c'est notre vision, c'est notre chef-d'œuvre. Ouais, il faut la respecter, tout simplement. Voilà, c'est notre œuvre vidéoludique. Vous avez pas aimé la fin, tant pis, c'est dommage, mais respectez notre vision. Et plutôt que de faire ça, les développeurs, ils ont fait les carpettes pour pouvoir finalement proposer une fin alternative qui plaira à la grande majorité du public. Et ça, moi, du coup, ça m'a un peu choqué. Parce que moi, voilà, j'ai terminé le Mass Effect 3 avec sa fin d'origine, qui, je trouve, est très bien comme elle est. Voilà, qui termine, je trouve, très bien, qui conclut très bien, moi, je trouve, cette trilogie. Et là, tu sens, alors du coup, j'ai lu un peu les spoilers pour la fin alternative, et ça fait beaucoup plus fan service, je trouve, quoi. Ouais, Vas-y, Arlette, ce que tu dis là, t'as fait les Mass Effect, toi, tu connais, non? Non, mais ce que tu dis là, voilà, les fans qui se mettent en rébellion, etc., c'est vrai que ça se produit de plus en plus. Dans les mangas, les mangas, on le voit de plus en plus. One Piece, etc. Dans les séries, on a vu ça dans Game of Thrones, etc. Ils ils se disent, eux, ils voient le business derrière un petit peu quand même, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais et ils se disent, si on fait pas, si on réagit pas, on risque de perdre beaucoup de fans. Et je pense que pour Mass Effect, ils ont eu peur, peut-être. J'imagine en tout cas. Alors c'est marrant, moi je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps sur Wii U. Je l'ai trouvé en cash. Alors c'est le 3 par contre. C'est pas la trilogie, c'est que le 3. D'accord. Je l'ai trouvé en cash. Ouais. Le fais pas. Donc voilà, justement. Le fais pas. Il faut commence par le 1. Alors le 1 aura vieilli. Le 1 aura un petit peu vieilli, par contre le 2 et 3, je les ai fait il y a 3-4 ans peut-être. Alors même déjà il y a 3-4 ans, je dis le 1, ouais. Bon, ça va, ça passe, mais ouais, tu sens que c'est un petit peu vieillot, quoi. Mais alors le 2 et 3, nickel, niveau gameplay, tout, impeccable, même graphisme et tout, c'est top. Est-ce qu'il y a cet aspect évolution du personnage, etc., qu'on peut rencontrer dans les jeux d'aventure RPG classiques ou pas? Alors là, je me souviens plus, mais je crois qu'on peut leur faire apprendre des espèces de magie. Il y a des espèces d'armes aussi, je crois, plutôt sniper, plutôt guerrier, c'est-à-dire avec une mitraillette classique et tout. Donc tu peux définir un. Mais c'est vrai que parce que tu vas avoir plusieurs races d'aliens, il y aura les humains, il y aura d'autres races, et donc il y a des races, par exemple, qui sont plutôt aptes au combat, tu vois, ou il y a des races qui sont plutôt meilleures en magie entre guillemets, tu vois. Donc après, tu peux prendre un magicien et le spécialiser en bourrin, tu vois, mais ça sera mieux de le laisser dans sa catégorie, tu vois, quoi. D'accord. Voilà. Okay, et surtout, c'est l'interaction. On va avoir, par exemple, 7-8 personnages avec nous, il y aura Shepard et 7 ou 8 personnages avec nous le long de l'aventure, et ça va être cette interaction qu'on va avoir avec nos personnages, et voire même, on peut faire même des romances, tu vois. Il va même y avoir des romances, on peut faire des romances, et d'ailleurs, ça avait fait un peu polémique à l'époque, parce qu'on peut faire des romances donc homme-femme, ou homme-homme, ou bien femme-femme, voilà, c'est... Le jeu il s'en fout lui. Ouais, le jeu il s'en fout. Ouais, le jeu lui il s'en fout. Donc non, mais Mass Effect, Mass Effect c'est une trilogie à faire. Je pense c'est une trilogie à faire de toute façon. Ouais. Ça marche. Ça marche. Je te propose de passer à mon troisième jeu de sélection, le 5e au total. Allez, c'est parti. On arrive à mi-course. Alors là, je vais parler du jeu. Pour moi, le jeu des 30 dernières années, c'est Final Fantasy VII. Je suis. Si on parle de RPG, ici, je vais le montrer. Voilà. Tu l'as justement ici. Si on parle de RPG, on pense forcément à la saga des Final Fantasy. Et là, j'ai choisi le 7 pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est le premier Final Fantasy en 3D. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des Final Fantasy sur console 16 bits ou 8 bits. Et orienté vraiment classique. Alors que là, on passe à la 3D avec vraiment un travail qui a été effectué. Alors certes,
Les sprites des personnages, ils sont difformes dans tous les sens, ça je veux bien l'avouer. Bon, par contre, les décors et les cinématiques étaient ouf, vraiment. Mais ça, à la limite, ça passe en second plan. Ils ont beau être super moches, les personnages, on s'en fout. Alors, au moment du combat, ça va. Au moment du déplacement, je parle dans la carte. On s'en fout. Parce qu'il y a l'intérêt du jeu qui dépasse tout. Ouais. Alors, ce qui m'avait marqué, les personnages déjà. Cloud, il est quand même bien charismatique. Vincent, ouf, vraiment ouf. Le principe... ouais, Sephiroth, voilà. Sephiroth, voilà. Le principe des matérias, c'est super bien trouvé. En fait, c'était... pour moi, c'était vraiment le principe qu'il fallait mettre en avant. Et vraiment, j'ai ultra kiffé ce concept. Après, il y en a d'autres. Il faut savoir qu'entre la version Jap et la version française, ils ont rapporté une petite évolution, un petit intérêt en plus en mettant 3 boss. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, des boss ultra balèzes, ouais. Des boss ultra balèzes, c'est ça. En dehors de ça, bon, parce que dans la version Jap, on n'a pas cet aspect-là, il y a des quêtes annexes avec la quête des Chocobo d'or, la quête du Chocobo d'or, qui permet, alors je sais pas si vous connaissez un peu Final Fantasy, mais en gros, on peut se balader dans la carte, il y a des zones qui sont plus ou moins accessibles en fonction de comment on se déplace. Et il y a un Chocobo en particulier, le Chocobo ultime, Chocobo d'or, qui permet d'aller partout, et qui permet d'accéder à une petite île, justement, où on peut avoir accès à des matérias cachés. Ouais, parce qu'il y a plein de types de matérias, matérias pour soigner, etc. Ouais. Les caractéristiques évoluent en fonction de ça. Il y a les limit breaks qu'on peut aussi développer au cours du jeu. Je sais aussi... Ouais, les furies. Alors, il y a un personnage qui... Donc, c'est un petit spoil, mais il y a un personnage qui meurt, c'est la fille, Aeris, qui meurt au cours du jeu. Mais je crois que certains ont réussi à développer sa dernière limit break. C'est ultra dur, parce qu'elle meurt assez tôt dans le jeu. Et les monstres rapportent pas assez de points d'expérience. Il faut vraiment y passer des heures et des heures. Et certains l'ont fait. Ah bah les mecs ils ont farmé comme des porcs. Ah bah là ils ont farmé comme des porcs. C'est pas possible. Le grand évangile je crois. Le grand évangile il s'appelle sur le break. C'est ça, exactement. Vraiment, tous ces aspects-là, enfin je sais pas, moi je l'ai fait 2 fois à l'époque. Une fois en US. Ah puis il a cette espèce de... Parce qu'on démarre dans une ville Midgar hein, qui est en train de pomper les ressources de la planète, l'énergie de la planète. Très donc futuriste. En fait c'est très... ouais, c'est futuriste, mais c'est très aussi très pessimiste hein, comme ambiance. D'ailleurs, Midgar, c'est tout noir, hein. C'est noir, c'est sombre, on voit pas le ciel et tout, donc c'est vraiment une ambiance, c'est vraiment une ambiance très lourde, hein, très pesante, hein, du moins dans le début du jeu, tu vois. Après, voilà, quand on sort de Midgar et du coup on se balade sur la Terre, donc on voit la nature, tout ça et tout. Mais quand même, il a cette espèce d'ambiance de fin du monde, quoi. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, il a cette ambiance. Quoi. Ouais. Après, c'est vrai que c'est du tour par tour. Mais moi, ça me gênait pas du tout. En tout cas, à cette époque-là, au moment où je l'ai fait, ça m'a vraiment pas perturbé. Et je pense que même aujourd'hui, ça me perturberait pas. Parce que ça fait partie de cet univers de jeu. Alors, dans le remake, ils ont changé un peu ils ont changé beaucoup de choses. Hein. Mais c'est plus du tour par tour. Je l'ai pas fait le remake. Hein. Mais j'ai vu des lives, etc. Je crois que on peut frapper directement. Ce Final 7, pour moi, bon, il s'est tellement vendu qu'il vaut pas cher aujourd'hui. C'est pas un jeu que... Voilà, c'est un jeu qu'on peut trouver quand on veut. Je pense que celui qui a une PS1 et qui aime les RPG, il n'y a aucun doute dessus. T'es obligé de l'avoir et t'es obligé de le faire. Ah ouais, clairement. Clairement. Oui. Autant, voilà, je pense que... Ouais, t'as mis en avant Valkyrie Profile tout à l'heure également. Après, c'est 2 catégories de jeux, vraiment... 2 RPG, mais vraiment différents en termes de... Ah oui. Ouais, non, ils sont différents, très différents. Voilà, très différents. Mais je pense que voilà, Final 7, moi je le mets dans mon presque top 3 des jeux que j'ai ultra kiffé de toute ma vie, quoi. Que j'y ai passé des centaines d'heures. Parce que mon frère intermédiaire, là, juste au-dessus, a voulu le refaire par la suite. Je suis resté à côté de lui pour le guider, le conseiller, etc. Donc voilà, c'est un jeu que peut-être même je referai avec mon fils quand il sera un peu plus grand. Et cette version-là, cette version PS1. Ah non, c'est vraiment bon. J'aurais pu parler du Final 8, du Final 9, etc. Non, je me suis vraiment focalisé sur le 7. C'est la vraie transition pour moi, c'est l'étape qui a été franchie. Mais attention, je ne crache pas sur le Final 8 et le 9, surtout le 8. Voilà, avec Squall, etc. On n'est pas là on n'en parle pas aujourd'hui, mais je crache pas dessus. J'y ai passé aussi. Pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois, voilà. Je te propose d'enchaîner sur ton troisième jeu. Je vais rester dans le même univers. Voilà, tu viens de nous présenter Final Fantasy VII. Moi, je vais faire l'épisode d'avant, le 6. Donc, que je possède sur Super Nintendo en américain, Final Fantasy 3.
Voilà, parce que sur NES, au Japon, il y a eu le 1, le 2, le 3. Donc le 3 japonais correspond au 1 américain, si je dis pas de conneries. C'est ça. Ensuite, sur Super Famicom, 4, 5, 6. Donc le 4 correspond au 2 US. Le 5, pas de version US. Et le 6, le 3, version US. Sachant que voilà, tout ça, c'est pas sorti en pâle. Malheureusement, Final Fantasy 3, donc /6, ça a été le Final Fantasy avec lequel j'ai découvert la série. Je le voyais dans les magazines à l'époque, je voyais la qualité du pixel art, j'ai dit mais c'est d'un détail, c'est ultra détaillé, c'est beau. Et voilà, et j'en avais chié pour le trouver en import, et jusqu'au jour où je l'ai eu. Et la claque, mais quelle claque, la musique, le scénario. Voilà, le début du jeu qui va être... voilà, on va incarner Terra avec deux personnages, Biggs et Wedge, qui sont tirés de Star Wars, c'est un petit clin d'œil, voilà, dans des espèces de Gundam. On va arriver dans une ville, voilà, sous la neige, il n'y a presque pas d'habitants, ils sont à bord d'un méca, ils sont à bord de méca, je crois. Ouais, dans des mécas, ouais. Et puis on va se rendre compte que Terra, elle a des pouvoirs, elle a la faculté de se transformer, et qu'il y a les humains, et il y a aussi des êtres magiques qui s'appellent les Espers. Les Espers. Ouais, Esper, et puis enfin voilà, système de magie, donc c'est du tour par tour, c'est du 16 bits, c'est du pixel art. Le jeu est magnifique, et surtout, moi, c'est le charisme de chacun des personnages. C'est Sabine. Ça, t'as pas. Sabine, oh là là. Ah ouais, non mais t'as pas... ouais, Sabin par exemple, t'as son frère Edgar, t'as Go, le petit sauvage, t'as Céleste, t'as le... Ouais, Cyan qui a perdu sa famille par exemple. Ils ont tous des backgrounds de ouf, ils sont tous aussi charismatiques les uns que les autres, avec Terra également. Et puis voilà, ils ont tous un background, et on va au fur et à mesure de l'histoire, on va en apprendre un peu plus sur chacun, parce que le scénario, voilà, par exemple, le personnage de Cyan, il va être mêlé un peu avec le scénario principal, avec le grand méchant de l'histoire qui va être Kefka. L'OST. Ouais, Kefka, le boss de fin. Oh là là, la musique du boss de fin quand tu l'affrontes, allez. La musique du boss de fin. Alors à noter que moi je l'avais fait à l'époque sur ma Super Nintendo avec donc la version américaine avec un adaptateur. Mais il y avait des bugs. Ouais, dans la carte tu vois tout noir, c'est ça? Non, en fait, donc le jeu il se déroule correctement jusqu'au dernier combat. Tu tues le dernier boss. T'as la fin qui démarre, la fin qui est extrêmement longue. Hein. La fin dure, je crois, 25 minutes. Et ouais, arriver vers la moitié, 10-12 minutes, et ben l'écran il devient noir. Alors la musique continue, mais l'écran devient noir. Et en fait, donc c'est une petite incompatibilité. Et il faut le faire, voilà, le jeu américain, il faut le faire du coup sur une américaine. Si possible, une Super Nintendo, sur une Super Nintendo américaine. Ce qui est marrant, c'est que moi je l'ai fait aussi l'américain avec mon adaptateur. Un autre adaptateur certainement que le tien. Et en fait, quand j'étais dans la carte, quand mon personnage se baladait dans la carte, et que je mettais le menu, il était tout noir. Donc j'arrivais pas à voir les options en fait. Et j'étais dégoûté par ça. Ça peut arriver en fonction des adaptateurs. Ouais, en fonction des adaptateurs. La musique sur la carte en flûte de pan. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est une des meilleures musiques sur Super Nintendo quoi. Bah clairement. C'est voilà, Final Fantasy 6, c'est un chef-d'œuvre de la Super Nintendo. Si t'aimes la Super Nintendo et que t'aimes les RPG, et voilà, même si c'est un peu vieilli maintenant au niveau de son gameplay, voilà, c'est du JRPG un peu à l'ancienne, mais Final Fantasy 6, c'est un jeu légendaire. C'est un jeu légendaire. C'est pour moi, c'est un des meilleurs JRPG que j'ai jamais fait de ma vie, peut-être même le meilleur, quoi. Donc, ouais, clairement. Et de souvenirs, si je dis pas de bêtises, bon, les personnages, ils avaient des caractéristiques de base. Je crois que le plus fort des personnages, naturellement, c'était Sabine. Moi, je dis Sabin. Ouais. Et en fait, en fonction des invocations qu'on leur attribuait, au passage de changement de level, on avait peut-être plus 2 ou plus 3 en telle ou telle caractéristique en fonction de ce qu'on était équipé. Ça, c'était vraiment kiffant. Ouais. Et le scénario était en 2 parties, un premier chapitre et un deuxième chapitre. Ouais. Et à la fin du premier chapitre, il y a le Shadow, l'espèce de ninja. Shadow, ouais. Le ninja. Est-ce voilà, il y a toute une explosion, etc. On doit se barrer. Et sauf que Shadow n'est pas là. Et on nous pose la question, est-ce qu'on l'attend ou on ne l'attend pas? Si on ne l'attend pas, il meurt. On ne l'a plus, c'est terminé, il n'y a plus de Shadow dans le jeu. Si par contre on l'attend, il rejoint l'équipe et puis et voilà ce petit passage là. On continue avec lui. Ouais, c'était excellent. Il y a plein de passages, il y a la possibilité d'avoir, je dis pas de bêtises, une arme dans chaque main et de frapper 2 fois, mais avec un multiplier x4 je crois. Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais moi je me souviens. Il y avait une arme lumineuse qui frappait à la puissance du personnage en gros. Plus la santé était forte du personnage, plus l'arme était puissante. Et cette arme-là, on pouvait la mettre dans 2 mains. Et on pouvait avoir un accessoire qui multipliait aussi le nombre d'attaques.
Et du coup, on pouvait frapper jusqu'à 8 Ouais. fois. Et je me souviens que ouais, mais je l'avais boosté à mort. J'avais boosté tous mes personnages. Ce jeu-là, pour moi, c'est un... Franchement, si tu l'avais pas mis de toute façon dans ta liste, tu te doutes bien que je l'aurais mis dans la mienne. C'est Non, mais incroyable. c'est Tout est obligé réuni, de le mettre, quoi. c'est clair. Ouais. Bon, Bon, bah, Raled, Ouais. allez, vas-y. on Jeu passe... suivant. Ouais, on passe au suivant. On reste dans cette lignée 16 bits Super Nintendo. Je vais parler d'un RPG qui m'a marqué. Alors, à cette époque-là, je nous remets dans le contexte quand même. On est en gros en 95-96. À cette époque-là, Dragon Ball vient de finir. Dragon Ball est fini en France. Ouais. Sangoku, Boo, voilà, c'est... Mais ça reste pour nous, voilà, le manga à cette époque-là par excellence. Hein. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. En tant qu'adolescent, on regardait beaucoup. Et Toriyama Ouais. a décidé de travailler avec Square. À l'époque, c'était Squaresoft. Pour la création de Chrono Trigger. Alors là, je l'ai dans sa version, japonaise, pardon. Et on voit bien que... Là, on voit peut-être pas très bien. Ici, on verra mieux. Ah bah c'est Voilà. Toriyama, hein. Là, il y C'est a du pas de doute. Toriyama, il n'y a pas de doute. Voilà, il n'y a vraiment aucun doute. Il Ouais. y a un personnage qui ressemble à Bulma, un autre qui ressemble à un mélange Ouais. de Gohan et Goku. Donc, et il y en a un qui ressemble un peu à Piccolo. Majus, pour moi, c'est un peu Piccolo. Alors, Oui, ce oui. jeu, ce Chrono Trigger, alors, en dehors de cet aspect graphique, hein, qui apportait pour moi un charme supplémentaire, le fait que Toriyama s'investisse, il y a une ambiance. Super beau, hein. Il est super beau. Ouais. Voilà, techniquement parlant, il est très costaud pour une Super Nintendo. Les OST sont de malade, de ouf, Ouais, évidemment. évidemment. Il y a le personnage de Majus, qui est pour moi un personnage... Enfin, c'est un boss au début, on croit que c'est le boss. Majus, pour nous c'est le boss au début. Et en fait, on l'affronte avec son fameux Dark Matter, hein, sa magie, sa pyramide noire, là. On avait un peu, comme l'esprit des Final Fantasy, une super magie, en gros. Le personnage principal, c'était le Luminaire, une espèce d'explosion à la Dragon Ball, en fait, hein, une explosion. Et ce Majus, qui, voilà, on l'affronte, etc., mais qui va rentrer dans l'équipe. Et ce principe de New Game Plus également, c'est-à-dire que dès le début, on peut affronter le boss. Dès le début, si on veut, on affronte le boss, mais on n'a aucune chance. Par contre, si on finit le jeu, et là, on devient beaucoup plus développé, là, ça change la donne. Plein de finesse. Voilà, on avait la personnage un peu préhistorique, là. La combinaison des magies, quoi. Parce Ah que oui, chaque mais la personnage, combinaison... Ah, bah, est c'est ouf. associé à un élément, tu vois, le feu, l'air, machin. Et C'est ça. Donc deux personnages peuvent combiner leurs propres pouvoirs, voire même les trois, parce que ça se joue par trois. Voilà, Par on trois, a c'est ça. trois personnages dans l'équipe, voilà. Et ouais, le système de magie combinée, et surtout Chrono Trigger, c'est le voyage dans le temps. Mais voilà, c'est Voilà, ça, on va c'est ce que j'allais récupérer dire. notre vaisseau. On va aller dans époque, l'époque et préhistorique. On va pouvoir voyager dans le temps. C'est ça. Ah, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. On passe d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre. Je me souviens, voilà, Ouais. la jungle préhistorique, je kiffais. Après, on passait au mode futuriste avec le Ouais. robot. C'était vraiment tout un enchaînement. Ouais. Il y avait l'histoire de Frog, la grenouille, qui Futuriste, était... Ouais, ouais, le futur apocalyptique, ouais. c'est ça, c'est ça. Et bon, après, d'un point de vue intérêt aussi, il y avait plein de... Voilà, comme Square, il a cette habitude hein, de mettre plein de choses cachées, etc. Ce jeu-là, pour moi... alors, il a eu un portage sur Nintendo DS, qui est très Ouais, fidèle, Qui est en français, il me semble. Hein. qui est en français. C'est ce que j'allais dire, justement. Voilà, ça va Parce être que la, ce la- jeu-là- la seule version officielle traduite. C'est ce que j'allais dire. Ce jeu-là, pour moi, le seul bémol, mais voilà, c'est qu'il n'ait pas eu de portage en France. On a eu Secret of Mana, on a eu Illusion of Time, on a eu Secret of Evermore. On n'a pas eu Chrono Trigger. Et on n'a pas eu non plus Final Fantasy 3. Dommage. Je trouve Ouais, ça c'est presque dommage. honteux. Ouais, non, mais c'est hallucinant, en fait. Ils se sont dit que le public français, il n'était pas réceptif à ça, en fait. En gros, c'était ça. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Moi, On n'était pas prêts. ouais, c'est à peu près ça. Donc, moi, en tant que gamin, j'étais pas forcément très bon en anglais. En France, en règle générale, à cette époque-là, on n'était pas bon en langue vivante, en règle générale. Hein. Et moi, en anglais, j'étais pas forcément très bon. Donc, ça me saoulait. Je comprenais pas bien toute l'histoire. Je sais pas pour toi si tu parlais un peu anglais à cette époque-là, mais... Ah non, moi j'ai pas eu ce problème parce que Final Fantasy 3, je l'ai fait, j'avais 15 ans, j'ai tout compris du scénario, j'ai pu le finir normalement, Nickel. donc ça D'accord, m'a bon, pas bah. gêné. Moi, Ça- le toi, ça problème, t'a le pas problème gêné à de langue, 15 ans. c'était Alors que non, moi, c'était non, pas un j'étais... problème pour moi. Je me suis amélioré par la suite, mais j'étais une vraie quiche à cette époque-là. Et du coup, je Ouais. demandais souvent à mon frère s'il y avait des passages... Lui, il parlait bien anglais. Mais bon, c'était le seul bémol. Et le bémol, il a été corrigé, comme tu dis, avec le Chrono Trigger DS.
Donc après, Oui. bon, vous pouvez dire, en émulation, je pense qu'il existe aussi une possibilité de jouer en français. Il y a des fans qui ont dû traduire ça avec des Oui. patchs. Donc ça, Oui, ça doit être sûrement, faisable. Ouais, ça doit être faisable. Mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai must-have. Comme Bien Final sûr. Fantasy 3, qui n'a pas été créé en US en des millions d'exemplaires, et du coup, qui a sa petite cote, qui a sa petite cote en US, Ouais. comme le FF3, hein, on est à peu près dans les mêmes eaux. Je crois que pour les deux jeux, on a Ouais, une je sais carte pas en combien il plus. vaut, mais... On a une carte, je crois, pour les deux jeux en Alors, plus. alors FF3, il y a une carte, carte/poster, hein, recto verso, Recto et verso. Chrono Trigger, il y en a deux. Ouais. En plus de la notice, il y en a deux, quoi. Ouais, bon, Moi, tu je, vois, je les ai complets, les deux. Tu les as complets. Bon. Non, mais c'est Ouais. excellent. Bah, Chrono Bon. Trigger, je l'ai acheté neuf. Chrono Trigger, je l'ai acheté neuf d'époque et je l'ai toujours. Tu l'as Ouais. toujours. Ouais, dans Ouais. la version japonaise, j'ai pas. Tu vois, alors moi, on a la version US, elle est chez mon frère. J'ai la version Jap qui est là. La version Jap, je l'avais achetée à l'époque, mais j'y ai pas joué. Parce qu'on a eu la version US. Ouais. Du coup, j'ai joué un petit peu au début. Après, avec la version US, bon, bah, j'ai laissé tomber. Cette version Jap, elle vaut rien Ouais, du bien sûr. tout. Mais bon, je la déconseille parce que le scénario, il est quand même assez intéressant. Donc, Bah, c'est dommage de passer à côté, quoi. c'est dommage de. Alors, à part si tu parles japonais, quoi. Ouais, voilà, à part si tu parles couramment japonais. C'est clair. Donc, voilà, je tenais à le mettre. C'est vrai que je mets beaucoup de jeux 16 bits évidemment. ou 32 bits dans ma liste. Mm. Mais voilà, c'était un peu l'âge qui voulait que je jouais beaucoup au RPG à cette époque-là. Je te laisse enchaîner. Allez. Ouais, du coup, quatrième jeu de ma sélection, on va changer de génération, on va changer d'univers complètement. Et là, je te présente le Arx Fatalis. Voilà, donc disponible sur PC et sur console exclusive Xbox, sur la première Xbox. C'est un jeu qui a été fait par les Français d'Arkane Studio, donc c'est un jeu français. Voilà, c'est un FPS. On est vu à l'intérieur de notre personnage. Alors au début, on va pouvoir choisir le personnage qu'on va incarner. Il y en a deux ou trois. Enfin, en plus, il est pas très bien modélisé, mais ça, c'est pas grave. Et voilà, on démarre, on est dans une prison. Et voilà, on va être libéré, il va y avoir des gobelins et tout. Alors en fait, Arx Fatalis, c'est-à-dire l'univers, c'est le soleil qui est mourant. Et en fait, la vie sur Terre n'est plus possible, quasiment, parce qu'il fait trop chaud ou c'est irrespirable, enfin, c'est plus possible. Et du D'accord. coup, toute la vie terrestre, toutes les races, alors il y a les humains, il y a des gobelins, il y a des trolls, il y a des hommes, enfin des femmes serpents, et ben tout ça, ça s'est réfugié sous terre. Donc tout le jeu, il va se dérouler sous terre, dans des espèces de cavernes ou alors des grosses grottes. Et ce qui fait que ce jeu, ah là, faut pas être claustro. Hein. Là, D'accord. c'est ambiance, C'est très ambiance claustrophobique. Et ouais, alors on va démarrer dans une prison et on va être amené à s'échapper. Donc après, c'est très terre à terre hein, comme jeu. Donc on peut, voilà, c'est un peu RPG d'époque, c'est-à-dire on peut faire le système de combat avec des épées, des choses comme ça. Plutôt système furtif, voleur, on va pouvoir voler des choses, tuer des mecs dans le dos. Ou bien un système de magie qui était assez novateur à l'époque, puisque voilà, on va avoir notre bras à l'écran et on va, à l'époque sur PC, il fallait bouger la souris pour créer des espèces de symboles, des runes à l'époque pour pouvoir déclencher la magie. Alors sur Xbox c'est la même chose, hein, on peut le faire avec la manette, ça se fait un petit peu moins bien mais ça se fait quand même. Et surtout sur Xbox ils ont mis des raccourcis, voilà, pour magie pour se soigner ou magie pour lancer les boules de feu, donc c'est un petit peu plus Donc c'est un peu- confortable à jouer. C'est un peu dans le même style que les Oblivion, Morrowind et tout ça en fait. Voilà, C'est ça. oui un petit peu, mais sauf que là c'est un petit peu moins fantastique, c'est un peu plus terre à terre, l'univers est complètement différent parce que du coup comme je disais ça va se passer quasiment exclusivement sous terre et voilà, et puis il va y avoir aussi des problèmes, les humains qui sont attaqués par les trolls, des choses comme ça quoi. Et donc il va y avoir plusieurs étages, je me souviens il y a 5 étages dans l'espèce de grosse caverne hein, où on va être, on est au début, donc au début on est quasiment en haut. Et voilà, puis on va se rendre compte qu'on n'est pas sorti de prison par hasard, qu'il va y avoir une espèce de prophétie, qu'on va être un peu au milieu de la prophétie, qu'il va y avoir une espèce de dieu de la destruction qui veut anéantir un petit peu tout ce monde-là et tout. Et en fonction de ce que tu vas faire dans le jeu, voilà, tu vas pouvoir peut-être réconcilier des factions. Par exemple, les humains se réconcilier avec les trolls, des choses comme ça. Et en fonction de ce que tu vas faire, et en fait, y a pas, ça va pas être comme Skyrim ou Oblivion, peut-être avec des choix de dialogue. Ici, donc, il va y avoir des dialogues, évidemment, on va te confier des missions, mais en fait, les répercussions vont être faites sur ce que tu vas faire, en fait. Ça va pas se faire simplement sur des choix de dialogue. Tu vois, par D'accord. exemple, il y a le roi humain, il va te dire, tiens, il s'est passé ça, tu fais ça, tu fais ça. Et après, à toi de décider. Est-ce que tu vas voir les trolls, est-ce que tu leur choures quelque chose, est-ce que tu vas pactiser avec les trolls, enfin... Voilà, Ouais, donc ça, t'as plusieurs manières de donc faire un le peu jeu. comme Il y a un les- aspect, il y a il y a un aspect survivaliste aussi parce que du coup, tu vois par exemple dans Skyrim, tout ça, tu peux bouffer. Tu vois, on peut bouffer des pommes, on peut bouffer de la viande, mais ça sert à rien. À part remettre un tout petit peu de vie, ça sert Ouais, à c'est rien. vrai. Dans ce jeu,
ce jeu, c'est aussi de la survie. C'est-à-dire que, il gère tout ce qui est la fin. Donc, c'est-à-dire que si tu t'aventures trop loin dans des galeries, et à un moment, tu vas entendre ton bide, il va gargouiller. Excellent. Et ton personnage, il va dire, putain, j'ai faim. Et si t'as pas à bouffer sur toi, t'es dans la merde, quoi. T'es dans la merde parce que tu peux. C'est réaliste, ton personnage, presque. il va ralentir et tout. Et puis, ouais, c'est assez réaliste. Et puis après, tu peux crever de faim dans le jeu. Et c'est pareil, il y a plein de trucs. Genre, tu vas te promener dans des cavernes, il n'y a pas de lumière, il n'y a que dalle. T'es là avec ta torche. Et là, tu vas tomber excellent. sur un marchand. T'as un marchand, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Et puis, il va te proposer de faire de la forge, des choses comme ça. Et des trucs même complètement improbables. Et c'est ça, en fait. Donc, ce jeu, c'est l'ambiance. Et le choix que tu vas faire, c'est vraiment. Tout le jeu va être basé sur les choix que tu vas faire. Mais c'est vraiment tes propres choix. Et voilà. Et puis, sur toutes les situations improbables que le jeu va proposer. Donc, en fait. Tous ces éléments mixés, tous ces ingrédients, font pour moi de Arx Fatalis un jeu unique. Voilà, c'est un jeu unique, c'est un jeu qui a sa propre ambiance, sa propre atmosphère que j'ai retrouvé dans aucun autre jeu. Et voilà, et le fait que ça se passe dans une espèce d'ambiance claustro et tout, c'est... Voilà. Ça, pour moi, là, c'est vraiment... C'est un plus. Ah ouais, là, on arrive un peu dans la base hardcore, hein, hardcore RPG, tu vois, genre un peu PCiste et tout, mais c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est un jeu que je voulais mentionner, c'est un jeu qui est pas forcément très connu, c'est un jeu français. Et alors, moi, tu vois, ça, pour le moment, il est pas rétro-compatible. Mais si un jour il passe rétro-compatible sur Xbox One, direct, je vais me le refaire. Ça, c'est un jeu que je me referai, c'est sûr, quoi. Ce qui est marrant, c'est que je le possède, en fait. Je l'ai eu dans un lot il y a plusieurs années. Et quand j'avais déballé un carton mystère, je crois, sur ma chaîne, et je l'ai sorti, ce jeu. Mais je l'ai jamais testé. En version, en version Xbox? En version Xbox, c'est cette version que tu as présentée, en fait. Ouais, alors, d'accord. Alors, je l'ai pas testé. Maintenant, je suis très claustro, moi. Donc, je me dis... Bon, après, dans le jeu, ça va. Je pense que... Mais pourquoi pas le tester? Je vais me le tester, je pense. Tu m'as donné envie. En plus, j'aime... Alors... Ah, mais on sent l'oppression, hein. Tu sens vraiment cette oppression, hein. T'as vraiment une ambiance d'oppression que j'ai pas ressentie dans d'autres jeux, hein. D'accord. Ça, c'est clair. Ouais, non, c'est bien. C'est vrai que dans ta sélection, ce qui est bien, c'est que, voilà, c'est vrai que tu as choisi des jeux qui étaient, uniques. Le bon mot, c'est unique. Et voilà, tu as découvert... Varier, ouais. Voilà, ça c'est bien, ça c'est cool. C'est vrai que moi, là j'aurais pu mettre, j'ai hésité, hein. Là parce qu'on va rentrer dans ma dernière sélection, mon dernier jeu. Allez, j'aurais pu mettre Oblivion, Skyrim, c'est des jeux que j'ai kiffé. Ah bah oui. Mais fallait que je fasse un choix. Évidemment. Il y en avait d'autres, hein. Il y en avait d'autres, c'est vrai, hein. Mais fallait que je fasse un choix. Et là j'ai voulu, donc il y a les RPG, il y a les JRPG. Il y a les RPG que j'appelle moi des wargames, alors je ne sais pas comment on les intitule, des tactical RPG. Voilà, c'est peut-être le bon terme. Ouais, tactical RPG. Tactical RPG. T'as vu mon accent anglais, je dois le travailler. Hein. Donc, et finalement, j'ai décidé de mettre Final Fantasy Tactics. Alors oui, ça fait le 3e Final Fantasy de la sélection, mais c'est quand même une saga qui perdure dans le temps, hein, jusqu'à aujourd'hui et qui, voilà... Ça sort et ça se vend par milliers et on y joue. Donc Final Fantasy Tactics pour plusieurs raisons. J'aurais pu mettre d'autres, hein, comme Vantalords, etc., les Tactics Ogre. Là j'ai mis Final Fantasy Tactics parce que c'est le jeu de tactique auquel j'ai le plus joué. Donc à savoir que encore une fois, en PS1 il n'existe pas de version en France, de version française. Non. Encore une fois, je l'y ai joué en US, sauf que là c'était en 97. Donc un peu plus âgé, je comprenais un peu mieux l'anglais. Donc en gros, j'ai compris. Je comprenais pas tout, hein, parce que c'est quand même assez technique. Hein. Mais en gros, on est dans un monde, le monde d'Ivalice qui s'appelle, où on a 2 classes qui s'affrontent, 2 classes de nobles, grossièrement, qui s'affrontent. Ça, c'est le principe des jeux tactiques. Le scénario, bon, il a son importance, mais c'est vraiment l'aspect stratégie qui prédomine. Et il y avait aussi, et là c'était un peu particulier, il y avait une classe de l'église, mais assez malsaine en fait, des partisans assez particuliers. Et nous on incarne donc le héros, Ramza, il s'appelle Ramza. Le principe du jeu en gros, on choisit 5 personnages, on a plus que 5 personnages, mais on choisit 5 personnages pour les combats. Donc on doit choisir les personnages. Et les personnages ont à la base toujours 2 classes, minimum. Donc ça peut être par exemple un moine ou un magicien et autre chose. Chaque personnage peut évoluer et on peut débloquer d'autres classes. Donc il y a plein de classes qui existent. Donc magicien blanc, magicien noir, celui qui va créer les invocations type Ifrit, etc.
les C'est guerriers, hyper complet quoi. hyper complet. Et chaque classe, Monk, chaque classe, elle évolue. Et en fait, en gros, tu peux refaire les combats. Donc grossièrement, dès le début du jeu, au premier combat, Ouais. tu peux ramener tes persos au niveau 99. Ça, c'est sans souci. Parce qu'en Putain. gros, tu peux te frapper. Tu peux frapper ton pote. Toi, c'est possible dans le jeu. Donc, en gros, ton personnage, il va évoluer. Mais comme ton personnage a un niveau élevé, si ton pote te frappe, eh ben, il va gagner beaucoup d'expérience parce qu'il frappe un mec qui a un niveau élevé. Donc, finalement, Ouais. tu peux faire évoluer. Ça, c'est pas un problème. Par contre, les classes, pour les faire évoluer, ça, c'est compliqué. Il faut du temps. Donc, on regarde un système de points qui permet d'évoluer chaque caractéristique, chaque compétence, parce que chaque classe a des compétences avec lesquelles on peut s'équiper. Et surtout, le jeu, il est rempli de finesse, plein de choses cachées. Donc, tu as des espèces de tavernes où tu peux avoir plein d'informations, etc., faire des quêtes. Et du coup, tu développes vraiment. Tu peux débloquer Cloud en personnage caché, par exemple. Ah ok. Ouais, vraiment, ça, c'est excellent. Tu as des armes cachées. Donc, tu as des armes que tu peux avoir dans l'aventure. Donc, tu as la meilleure arme, je crois que c'était Save the Queen et puis Ragnarok. C'est les deux meilleures armes que tu as de base pour le héros, les deux épées. Mhm. Et après, tu peux avoir encore l'arme ultime dans des donjons ultimes. Donc, en fonction des classes, tu as les classes de ninja. En gros, un ninja, il est capable d'envoyer des shurikens, d'envoyer des épées dans la tronche. Et si tu as développé cette classe-là, tu as la capacité catch pour attraper. Et tu peux attraper l'épée la plus rare du jeu, en gros, dans ce donjon-là. Sauf que le donjon, il n'a pas de lumière. Donc tu dois jouer. C'est vraiment hyper fouillé. Square, elle a vraiment réfléchi à chaque finesse sur ce jeu-là. Et c'était la première fois que je découvrais un tactical RPG. Après, j'en ai fait d'autres. J'ai fait Vandalord, j'ai fait les Tactics Ogre, j'ai fait Ouais. des actions tactical. En gros, tactical RPG, c'est un mélange. C'est un peu comme le principe des Shining Force. Sauf que la Shining Force, c'est sur une carte très large. Là, on est vraiment dans un. Ouais. Voilà, c'est en 3D isométrique, en gros, le jeu. Et on peut tourner la 3D. Mais en gros, on est sur un rectangle, sur une surface rectangle de jeu. Alors que c'est vrai que dans d'autres tactical RPG, on peut avoir des phases beaucoup plus larges. J'ai parlé des Shining Force, Arxolad, etc. C'est le principe de déplacement, en gros, dans une certaine zone du personnage pour pouvoir frapper. Donc à cette époque-là, c'était quasiment la première fois que je découvrais ça. Auparavant, non, je faisais des jeux comme Secret of Mana, Final Fantasy, etc., où il n'y avait pas ce contexte-là. Après, ça s'est vraiment développé. Ouais. Et puis en Mega Drive, ouais, il y avait par la suite les Shining Force, etc. En tout cas, ce Shining Final Force, Fantasy Tactics, voilà, ceux qui aiment les tactical RPG, s'il faut en faire un, je pense que c'est lui. Alors toi, je sais pas si tu as un petit peu joué au tactical RPG dans ta vie ou pas. Bah moi aussi je connais le style, hein, mais c'est un genre de jeu que je joue plus trop aujourd'hui. Final Fantasy Tactics, donc je le connais évidemment de nom. Hein. Tout de suite on fait une petite dédicace à notre ami Greg, hein, parce que c'est quasiment son jeu préféré, Final Fantasy D'accord, Tactics. ça dédicace Après, à lui. moi je pourrais pas en parler parce que je l'ai jamais fait, donc voilà. Donc alors j'ai D'accord. fait les Shining Force, mais j'ai pas Ouais. fait. J'ai pas fait Final Fantasy Tactics, peut-être un jour, hein, mais c'est vrai que c'est un genre de jeu maintenant qui demande un investissement de temps assez colossal et Ouais, que énorme. j'aime pas forcément. Énorme. Voilà, c'est ça Après, le même problème. Ouais. les jeux plus récents, type les Disgaea, qui sont dans cette lignée-là. Ah, il y en a plein. Il y en a plein, mais- Tactical, il y en a plein maintenant. Ouais, mais Ouais. ça demande trop d'investissement. Au niveau du temps, c'est Ouais, trop. c'est ça. C'est trop. C'est ça, c'est ça. C'est ça le Du- problème. C'est ça. Du coup, l'ami, je te laisse enchaîner sur le dernier jeu de Allez. notre vidéo. Voilà, allez, je vais conclure d'une manière assez brillante avec le Ouais. jeu PAL Saturn bah, que tout le monde veut, qu'il faut absolument dans ta collection. Le Panzer Dragoon Saga. Alors, oui, c'est un objet recherché, c'est un artefact recherché des collectionneurs, mais hormis l'objet, voilà, qu'est-ce que vaut le jeu? Je l'ai Ouais. refait il y a pas très longtemps, je l'ai refait il y a 2-3 ans, il y a pas si longtemps, parce que je l'avais fait à l'époque et je l'avais pas refait depuis, c'est un jeu que je voulais refaire. Et j'avais un bon souvenir d'époque, et quand je l'ai refait, bah ma vision n'a pas été altérée quoi. Le Ah, jeu ça, est c'est toujours cool. tout aussi agréable. Alors oui, il a vieilli, hein, évidemment, voilà, la 3D, les jeux 3D sur Saturn ont vieilli, mais passé cette option, le jeu reste quand même extrêmement agréable à jouer. Et moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui va droit au but. C'est-à-dire, voilà, c'est un jeu qui est en 2 boîtes, il fait 4 CD, donc c'est quand même assez conséquent, hein. Final Fantasy VII faisait 3 CD par exemple,
une durée de vie de 20 heures, 30 heures pour le scénario principal par exemple, ce qui va pas être le cas pour Panzer Dragoon Saga. Panzer Dragoon Saga, potentiellement, ça va aller vite. Ça va être grosso modo à peu près 2 heures par CD, quoi. Le jeu, il va faire 8-10 heures. Une durée de vie assez courte. C'est ça. Voilà, on va incarner le personnage d'Edge. Hein, ça va se passer dans une espèce de mine au début, je crois. Et on va se faire attaquer par une espèce de vaisseau dirigé par un méchant qui s'appelle Kremen. Et voilà, on va être amené à récupérer le dragon et on va se mettre à la poursuite de Kremen. Une espèce de vengeance. Hein. Et en fait, le jeu, il va droit au but. C'est-à-dire que il y a un univers qui est assez petit, il n'y a pas beaucoup de personnages, il n'y a aucune quête FedEx, c'est-à-dire toutes les pertes de temps qu'on peut faire dans des scénarios classiques, tiens va voir machin, quête FedEx, machin ici et ça n'existe pas dans Panzer Saga. Voilà, on va d'un point A à un point B, il y a le scénario qui avance, point C, point D, etc., etc. Ça se déroule, c'est très fluide, c'est très compréhensible, et surtout, un des gros points forts de Panzer Dragoon Saga, donc ça va être évidemment son univers, qui était déjà abordé dans Panzer Dragoon 1 et 2, mais qu'ici on aborde voilà, d'un point de vue différent, parce que là on a affaire à un jeu d'aventure, à un jeu de rôle. Alors Panzer Dragoon 1 et 2 c'était des rail shooters, tout simplement, donc là on gagne énormément évidemment en profondeur, dans l'univers qui est beaucoup plus étendu, beaucoup plus développé, et surtout le système de combat. Le système de combat qui est absolument génial, donc ça se passe à d'autres dragons, et donc on va avoir des jauges qui vont se remplir jusqu'à 3 jauges. Donc première jauge, on peut faire une première attaque, deuxième jauge, on peut faire une attaque un peu plus forte, et troisième jauge, etc. Et surtout avec la possibilité de tourner autour de nos adversaires, quoi. Il y a des ennemis par exemple qu'on va pouvoir toucher uniquement de dos, tu vois. Donc voilà, les combats sont très stratégiques mais sont très fluides, très, très agréables, et le fait limite c'est pas du tour par tour, c'est du semi-temps réel. Voilà, on a juste à attendre que notre barre se charge, quoi, puis après attaquer. Ouais, voilà, c'est pareil. J'ai le souvenir que les OST étaient vraiment sympas aussi. Ils nous mettaient bien dans l'ambiance au moment des combats notamment. Ouais, non, mais on en revient toujours au même, donc le développement de l'univers, l'OST, voilà, c'est Panzer Dragoon Saga, là encore, c'est un jeu qui, aujourd'hui, en 2021, où on tourne cette vidéo, n'a pas d'équivalent. Voilà, il n'a pas d'équivalent, c'est un RPG qui est assez court, qui se perd pas, qui a un scénario qui reste toujours très fluide, très clair. Voilà, on va pas se perdre dans des quêtes annexes ou des choses futiles, et ça, moi, c'est ce qui m'énerve maintenant aujourd'hui dans les jeux. Il y a beaucoup trop de choses voilà, qui sont superficielles, et c'est pas du tout le cas de ce Panzer Dragoon Saga, avec un système de combat qui plus est, qui est vraiment caractéristique, voilà, à ce jeu, et après qu'on va retrouver dans Panzer Dragoon Horta sur Xbox. Donc voilà. Il est efficace ce Panzer Dragoon. Ah voilà, bah ouais, on perd pas notre temps, c'est vrai. Saga, je l'ai fait aussi à l'époque. Donc Panzer Dragoon Saga, non seulement c'est comment dire, c'est une belle pièce de collection de la Sega Saturn évidemment, mais c'est aussi un très grand RPG, voilà, et qui alors malheureusement n'a pas peut-être la même aura qu'a eu Final Fantasy VII par exemple, ou des choses comme ça, mais voilà, il en est pas pour le moins inintéressant, pour moi personnellement c'est un jeu, voilà, si t'es adepte de rétro gaming aujourd'hui et que t'aimes bien faire des bons jeux d'aventure bien calibrés, bien équilibrés, Panzer Dragoon Saga c'est à faire absolument. Voilà, c'est clair, absolument. C'est clair. Donc voilà, ça conclut bien. Tu l'as fait, Arlette, toi? Ouais, je l'ai fait à l'époque. C'est pareil, c'est joué en anglais, il n'a pas été traduit, donc malheureusement. Ouais. Mais voilà. Mais je crois qu'il existe des patchs. Il existe des patchs aujourd'hui où il a été traduit. Alors moi, je l'ai fait aussi à l'époque avec mes frangins, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs dessus. Alors après, on a joué à tellement de choses que j'ai le souvenir des combats, voilà, où on tournait. Ça, je m'en souviens bien, et qu'il y avait une bonne ambiance au moment des combats, on kiffait. Il y avait un vrai aspect aventure, action en gros. En gros, c'était un peu ça. C'était pas un tour par tour classique standard. Ça, je m'en souviens bien. C'est plus dynamique. Voilà. Après, je me souviens, à cette époque-là, on avait enchaîné les RPG. Voilà, dédicace à Albert Odyssey. Je sais pas si quelqu'un, voilà, dans la communauté connaît ce jeu, aux OST de ouf. Alors évidemment, vous derrière votre écran, vous pouvez vous dire, dans la sélection, il aurait fallu mettre ça, ça, ça. Votre point de vue nous intéresse. Voilà, on est là pour voilà, entre guillemets, se faire découvrir peut-être des jeux, nous conseiller mutuellement. Voilà, n'hésitez pas. On fera un numéro 2, de toute façon. Ouais, voilà, il y aura certainement un numéro 2, parce qu'il y a vraiment de quoi dire. On a eu du mal à faire cette sélection-là, parce qu'on voulait qu'elle soit plus complète. Donc, je pense qu'il y aura un numéro 2. Il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des choix. Mais n'hésitez pas à commenter et à dire, moi j'ai fait tel ou tel jeu, ou alors parmi les jeux qu'on a cités, si vous avez des souvenirs en particulier qui ressurgissent, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, ça pourrait être vraiment sympa et intéressant d'échanger autour de ça. En tout cas, j'ai pris vraiment plaisir à tourner cette vidéo en ta compagnie, Poto.
Eh ben pareil, hein, mon cher Khaled, et puis bon bah t'as tout dit, hein, voilà, pour vous, chers amis qui nous regardez, bah exprimez-vous en com, hein, s'il y a des jeux de cette sélection qu'on vous a présentés, bah, que vous connaissez, qui vous ont marqué, ou alors peut-être, voilà, certains que vous connaissiez de nom, ou que, voilà, que t'as jamais eu l'occasion, ou peut-être que tu connaissais pas tout court, est-ce que ça t'a donné envie d'y jouer, et puis voilà, évidemment, comme l'a dit Khaled, hein, partagez aussi votre sélection, hein, quel jeu vous auriez mis dans cette sélection, parce qu'évidemment, voilà, je pense que, hein, Khaled, on fera un numéro 2, voire un Exactement. numéro 3, enfin, voilà, Ouais, ça c'est fort on va- possible. hein, on va continuer de toute façon. Enfin bref, comme d'habitude, exprimez-vous hein, en commentaire comme vous avez l'habitude de faire. Et puis, bah, Khaled, grand merci à toi pour Merci à ta toi. participation à cette vidéo. Et puis voilà, puis on aura le plaisir de se retrouver sur la chaîne bah, prochainement pour d'autres vidéos. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu. Ciao, ciao.